Bonjour et bienvenue sur cette vidéo T1. Des rappels pour commencer. Ici, vous avez une cellule qui porte dans son noyau l'information génétique sous forme d'ADN. Cette information génétique va naturellement contrôler ce qu'on appelle le métabolisme cellulaire. Une définition qui a déjà été abordée en première. Souvenez-vous, le métabolisme, ça correspond à toutes les réactions qui ont lieu dans la cellule, des réactions de synthèse moléculaire, telles que la fabrication de protéines, ou bien des réactions de dégradation moléculaire que l'on peut observer lors de la respiration par exemple. Toutes ces réactions sont catalysées par des enzymes et elles peuvent avoir lieu soit dans le cytoplasme cellulaire ou bien soit dans des organites particuliers. L'an passé, vous avez aussi travaillé sur cette idée que l'expression du programme génétique est aussi modifiée par l'environnement. C'est le cas en été lorsque l'on bronze par exemple. Alors, pour réaliser son métabolisme cellulaire, la cellule doit puiser dans son environnement des molécules, ici symbolisées par une flèche bleue, ainsi que de l'énergie, une forme d'énergie qui va permettre aux molécules d'interagir. Certaines liaisons atomiques vont pouvoir se rompre, d'autres au contraire vont se créer, et tout cela, ça va créer de nouveaux produits, des nouvelles molécules qui vont soit être utilisées par la cellule, ou bien peuvent être exportées vers l'extérieur. Certaines molécules, nous le verrons, peuvent être une forme d'énergie. Alors, un exemple précis, étudié en seconde, où vous allez retrouver les différents éléments, eh bien, c'est l'exemple de la respiration cellulaire. Donc ici, le glucose, c'est une molécule énergétique. Il faut aussi apporter à la cellule du dioxygène. Alors, chez nous, elle va puiser ce dioxygène dans le sang. Et lors d'un mécanisme que nous détaillerons cette année, il y a production de produits nouveaux, le dioxyde de carbone et l'eau, ainsi qu'une forme d'énergie. Alors justement, pourquoi dit-on que le glucose est une forme d'énergie et quelle est cette énergie libérée? Eh bien, c'est typiquement ce que nous allons voir cette année. Alors le titre de notre chapitre s'appelle « L'énergie dans les cellules eucaryotes ». Je reviens sur des choses abordées au collège puis en seconde. Ici, vous avez un réseau trophique au sein d'une forêt. J'aurais pu prendre n'importe quel réseau trophique, c'est-à-dire un ensemble de relations alimentaires dans un écosystème. Et ce qui est important, vous le savez, c'est qu'à la base de toutes les chaînes alimentaires, eh bien, vous trouverez des organismes chlorophylliens. Donc ici, des végétaux. Mais si vous prenez un écosystème marin, par exemple, vous trouverez à la base des chaînes alimentaires du phytoplancton. Puisque les organismes chlorophylliens sont à la base de toutes les chaînes alimentaires, eh bien nous allons commencer par les étudier eux, d'où vient leur énergie. Alors ici, ce sont des rappels de secondes sur les niveaux d'organisation du vivant. Vous avez l'exemple de l'élodée, un organisme, et puis on va zoomer ici sur la feuille. La feuille observée au microscope, eh bien vous découvrez le tissu avec, alors c'est pas très joli ici, mais des petites sphères verdâtres qu'on appelle des chloroplastes. Vu au microscope électronique, vous retrouvez ici en noir ces fameux chloroplastes, ici la vacuole cellulaire et en blanc la paroi. Alors ici un chloroplaste observé au microscope électronique, nous découvrirons son organisation plus tard, et vous le savez, tous les organites sont composés tout à droite de molécules, et ici on notera la présence de chlorophylle. Alors tout en bas, vous avez l'échelle pour voir ce qui est observable à l'œil nu au microscope optique ou au microscope électronique. C'est intéressant d'avoir toujours en tête ces différentes échelles d'observation. Alors nous allons nous intéresser à une expérience assez simple à mener. Vous avez ici deux feuilles de pélargonium, une plante assez courante. En haut, vous avez une feuille entièrement verte sur laquelle on va disposer un cache. Et en bas, vous avez une feuille de pélargonium panachée, c'est-à-dire que la surface n'est pas intégralement verte. Ces deux feuilles vont pendant une journée entière recevoir de la lumière, c'est-à-dire de l'énergie lumineuse sous forme de rayonnement électromagnétique. Alors, que fait-on après ces 24 heures? On va prendre les feuilles, on va les décolorer avec de l'alcool bouillant, et puis on va rajouter de l'eau iodée. L'eau iodée, vous le savez, c'est ce réactif qui va se colorer en brun foncé, en présence d'une molécule organique qu'on appelle l'amidon. Alors, quels sont les résultats? Eh bien, on constate que l'amidon est présent sur certaines parties. Ça veut donc dire que l'amidon a été fabriqué durant ces 24 heures. Il a été fabriqué où? Eh bien, si vous regardez bien, il a été seulement fabriqué dans les zones vertes de la feuille et seulement fabriqué lorsque la feuille était éclairée. On va donc en déduire
dans cette petite expérience, qu'il y a eu synthèse de matière organique, ici de l'amidon, uniquement dans les parties chlorophylliennes, les parties vertes, et en présence d'énergie lumineuse, et vous le savez, c'est ce qu'on va appeler la photosynthèse. Cette expérience met donc en évidence la photosynthèse au niveau de la feuille, c'est-à-dire au niveau de l'organe. Alors, désormais, imaginons que l'on zoome. On va zoomer sur ces parties noires, et on va observer au microscope, avec un grossissement d'environ x400. Vous avez ici à gauche les cellules végétales, avec les petites sphères dont on a déjà parlé, à savoir les chloroplastes. Et lorsqu'on regarde à l'intérieur de ces petites sphères, on constate qu'il y a une coloration noire. Cela veut donc dire que le colorant, l'eau iodée, s'est fixé, et donc ces taches noires, ce sont les molécules d'amidon. On peut donc en déduire que c'est au niveau des chloroplastes, ces organites verts, que se réalise la photosynthèse. Alors, je vous invite à aller voir le document 3, page 14 de votre livre. Alors, une chose importante concernant l'amidon. L'amidon ici à droite, en fait, c'est une formation de plusieurs molécules de glucose qui sont liées les unes aux autres. On va dire qu'il y a condensation de molécules de glucose. Et l'amidon, comme le glucose et comme toutes les molécules organiques, que ce soit les glucides, les lipides, les protides, les vitamines et pourquoi pas aussi l'ADN, ont des caractéristiques importantes ici marquées en rouge. En effet, elles sont formées d'un squelette plus ou moins grand d'atomes de carbone sur lesquels vont venir se fixer des atomes d'hydrogène et d'oxygène. Le squelette de carbone, vous le voyez ici, en gris, tous ces atomes de carbone liés les uns aux autres. On va retenir cette idée parce qu'elle est importante pour la suite. Alors, maintenant qu'on a bien mis en évidence la photosynthèse au niveau de l'organe et au niveau de la cellule et des organites, eh bien on va regarder un petit peu, mettre en évidence les échanges gazeux que l'on peut mesurer à l'aide d'un dispositif Hexao. Alors c'est assez simple, vous avez à gauche les lodés, on va prendre quelques feuilles que l'on va mettre dans une cuve, ce qu'on appelle le bioréacteur en Hexao, et on va naturellement utiliser deux sondes, une sonde à dioxygène, une sonde à dioxyde de carbone. On pourra fermer ou ouvrir les volets de façon à soumettre les feuilles soit à l'obscurité, soit à la lumière. Alors quels sont les résultats que l'on obtient? Ils sont présentés grâce à l'Hexao sous forme de graphique. Alors on va commencer par l'obscurité, je le fais exprès. Ce que l'on constate à l'obscurité, c'est deux choses. Dans le milieu dans lequel se trouvent les feuilles, eh bien le dioxygène diminue. Et inversement, la quantité de CO2 augmente. Alors c'est un mécanisme qui ne vous est pas du tout inconnu, puisqu'il s'agit du mécanisme de la respiration. Pour respirer, nos cellules prélevées dans leur milieu du dioxygène, c'est pour ça que la concentration diminue dans le milieu, et au contraire, elles vont rejeter dans leur milieu du dioxyde de carbone qui est issu du métabolisme respiratoire. Nous le verrons plus tard. Alors, ce qui est important, c'est qu'en réalité, les végétaux respirent 24 heures sur 24, aussi bien à l'obscurité qu'à la lumière. Seulement, dans ce genre d'expérience, eh bien, on a l'impression qu'il n'y a pas de respiration à la lumière. Pourquoi? Eh bien, c'est à cause d'un autre phénomène, à savoir la photosynthèse. La photosynthèse à la lumière, c'est exactement le mécanisme inverse. Dans le milieu, les végétaux chlorophylliens vont rejeter du dioxygène et ils en rejettent beaucoup plus qu'ils n'en consomment pour la respiration. C'est pour ça que la courbe montre cette augmentation de la quantité de dioxygène dans le milieu. Et inversement, les végétaux vont prélever du dioxyde de carbone et ils vont en prélever davantage qu'ils n'en rejettent lors de la respiration. C'est pour ça que les courbes montrent une diminution à la lumière du dioxyde de carbone. Donc cette photosynthèse n'a lieu qu'à la lumière. Et regardez ce qui est intéressant par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que en prélevant du dioxyde de carbone, elle prélève bien du carbone. Et ce carbone, vous vous en doutez, va être intégré dans la fabrication de nouvelles molécules organiques. Alors si on résume cela, la photosynthèse c'est un processus qui va permettre l'entrée, c'est-à-dire l'intégration de carbone issu de la matière minérale, donc issu du dioxyde de carbone, et ce carbone va être intégré dans de la matière organique nouvellement synthétisée, telle que le glucose par exemple, le glucose qui va donner de l'amidon lorsque plusieurs molécules vont se lier entre elles. Et tout ça n'est possible que grâce à de l'énergie lumineuse. Sans énergie lumineuse, eh bien ça ne se ferait pas. Nous verrons pourquoi par la suite du cours.
Un déchet est produit, c'est un déchet métabolique qui nous est fort utile, à savoir le dioxygène qui est rejeté dans le milieu. Alors, si on regarde un petit peu les différents niveaux d'organisation, à gauche, vous avez un rameau feuillé, au milieu, vous avez une coupe feuillière. Je vous demande de prendre votre livre, page 14, documents 1 et 2, pour bien repérer les différentes parties de cette coupe feuillière au microscope, avec notamment les stomates qui vont permettre l'entrée du dioxyde de carbone et le rejet de dioxygène. Lorsque l'on zoome ici sur une feuille au microscope optique, on repère de nombreuses sphères, de nombreux chloroplastes. Alors on va s'intéresser particulièrement aux chloroplastes, observés ici au microscope électronique, et on va donner les noms de ces différentes parties. Un chloroplaste est composé de deux membranes, c'est important d'un point de vue évolutif, on parlera d'enveloppe chloroplastique. Il possède aussi un milieu interne, nous comprendrons son utilité, ce milieu s'appelle le stroma. De nombreuses petites lames des membranes d'une couleur verte forment ce qu'on appelle les thylakoïdes, et ces thylakoïdes éventuellement peuvent être regroupés en petits paquets qu'on appellera les granomes. Naturellement, vous l'avez compris, on doit aussi trouver à l'intérieur de ces chloroplastes la matière nouvellement synthétisée, à savoir l'amidon. Je vous invite fortement à aller voir votre livre page 16 pour avoir des documents complémentaires. Un schéma cette fois du chloroplaste vu en 3 dimensions. Éventuellement, vous remarquez que thylakoïde peut s'écrire avec un K. Et un schéma qu'il vous faudra être capable de reproduire dans une copie pour un contrôle ou le jour du bac, avec les différents constituants déjà nommés. Voici le cours désormais qu'il vous faut prendre. Donc, thème 1, énergie dans les cellules. On va s'intéresser à d'où vient l'énergie nécessaire au métabolisme des cellules. On parlera des cellules eucaryotes. Et on va commencer par la photosynthèse. Alors la photosynthèse, on peut la définir comme suit. Elle se déroule dans les chloroplastes et elle permet l'intégration de carbone issu de la matière minérale, le CO2, dans de la matière organique nouvelle, par exemple des molécules de glucose. Et elle nécessite de l'énergie solaire. Elle produit un déchet métabolique, le dioxygène. Une autre façon d'envisager la définition de la photosynthèse, c'est de dire qu'elle permet l'entrée d'énergie solaire et de matière minérale, donc le CO2, H2O, les sels minéraux, dans des molécules organiques. Donc au niveau des chloroplastes, l'énergie lumineuse reçue par les chloroplastes est donc convertie en énergie chimique, en molécules chimiques. Ce sont les molécules organiques. Alors une équation à savoir réécrire, du dioxyde de carbone plus de l'eau, grâce à de l'énergie lumineuse au contact des chloroplastes, va produire du glucose, du dioxygène et de l'eau. Donc à gauche, à partir de matière minérale, vous produisez bien à droite de la matière organique, c'est-à-dire de l'énergie chimique nouvelle, ainsi qu'un déchet métabolique de l'eau. Donc il vous faut connaître les formules détaillées. 6CO2 plus 12H2O va donner C6H12O6, le glucose, plus 6O2 plus 6H2O. Nous y reviendrons. Alors, deux définitions simples, mais à connaître pour finir. Les organismes chlorophylliens, on va dire qu'ils possèdent un métabolisme autotrophe. C'est-à-dire, nous l'avons vu, ils sont capables de produire leur propre matière organique, leur propre molécule organique, simplement à partir de matière minérale et naturellement d'énergie lumineuse. Inversement, nous et les autres organismes non chlorophylliens, eh bien nous avons un métabolisme hétérotrophe, c'est-à-dire que nous sommes obligés de manger de la matière organique pour fabriquer nos propres molécules organiques. Pour finir, la définition des chloroplastes, donc des organites verts qui contiennent de la chlorophylle indispensable à la photosynthèse, nous en reparlerons, et un schéma qu'il vous faut savoir reproduire. Alors, n'hésitez pas à noter toutes vos questions, j'y répondrai bien sûr au prochain cours.